Une nouvelle page d'actualité dans l'info du vrai. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Demain matin, jeudi 12 octobre, l'astéroïde 2012 TC4 doit frôler la Terre à 7h41 heure de Paris. On a beau dire, cette idée n'est pas agréable et même si ce n'est pas celui-ci qui nous tombera dessus, nous devons accepter que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, sauf d'autant plus que nous attendons Apophis qui fait lui 325 mètres de long. Nous allons commenter tout cela avec nos spécialistes Alain Sirou et Christophe Galfard que je salue. Alice, en fait, l'astéroïde se faufile entre la Terre et la Lune. Oui, 2012 et TC4 nous frôlera à 44 000 km de distance, de la taille d'une grosse maison. Les spécialistes l'affirment, l'astéroïde ne représente aucun danger pour la Terre, mais plutôt une aubaine pour la NASA qui va profiter de sa venue pour tester un système de détection. Laure Herpeux. Demain matin, à 7h41 heure française, tous les télescopes du monde seront braqués sur cet astéroïde. Et pour cause, 2012 TC4, son nom scientifique, va passer non loin de la Terre, à 44 000 km, très près de la zone où sont stationnés les satellites. Mesurant entre 15 et 30 mètres, la taille d'une grande maison, l'astéroïde circulera à une vitesse de 14 km par seconde. Mais demain matin, il ne devrait pas entrer en collision avec la Terre. C'est ce qu'on appelle un astéroïde géocroiseur, c'est-à-dire un astéroïde dont l'orbite croise régulièrement celle de la Terre. Ça veut dire que régulièrement, eh bien, cet astéroïde peut s'approcher de la Terre et éventuellement un jour la percuter. Découvert par une équipe de chercheurs au Chili en 2012, ce corps rocheux qui tourne autour du Soleil en 609 jours n'a plus été vu pendant 5 ans. Après son passage demain, 2012 TC4 ne devrait pas revenir près de la Terre avant 2050. Nous sommes ce soir, je vous le rappelle, avec nos deux invités. Alain Sirou, qui est directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, actuellement en kiosque. Votre magazine est consacré notamment à Saturne. Et Christophe Galfard, physicien, écrivain. Vous êtes un spécialiste des trous noirs et de l'origine de l'univers. Je rappelle votre livre de référence, L'univers à portée de main, aux éditions Flammarion. Vous êtes aussi l'auteur de E égale MC2, qui est paru chez le même éditeur. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots très simples ce que c'est, tout simplement, que ce qu'on appelle un astéroïde? Christophe Galfard. Alors en gros, c'est un bout de caillou qui ressemble à une patate qui est dans l'espace. Dit comme ça, c'est pas très effrayant. Non, c'est pas très effrayant et puis c'est pas très compliqué non plus du coup. Mais si on regarde un petit peu mieux, ce sont des objets qui nous permettent de remonter dans l'histoire de la formation de notre planète à nous. C'est un peu les restes qui n'ont pas beaucoup changé de ce qui s'est passé il y a extrêmement longtemps. Il faut que vous imaginiez qu'on est il y a 4,5 milliards d'années. Vous voulez nous dire qu'il y a des morceaux de nous, enfin, il y a potentiellement des morceaux de nous là-dedans? Pas de nous, non, mais c'est de notre univers, de notre Terre? Pas de notre Terre, mais ce sont ce genre de morceaux qui ont fabriqué la Terre il y a très longtemps. Il faut imaginer qu'on est il y a 4,5 milliards d'années à peu près. Vous avez un énorme disque avec de la poussière, des cailloux partout. Petit à petit, les petits cailloux se sont rassemblés pour former ce genre d'astéroïdes. Il y a eu des explosions du Soleil qui ont repoussé ce qui était un petit peu trop petits et fragiles, qui l'ont emmené au loin et sont restés comme ça des petits cailloux qui sont des astéroïdes qui ne sont pas finalement devenus des planètes. C'est qui le maçon qui a mis des petits cailloux comme ça pour que ça se rassemble? Vous voulez son numéro de téléphone? Je sais pas, en tout cas, je le vous pose la maçon question. s'appelle la gravitation. La gravitation. La gravitation. La planète Terre est un gros astéroïde? Alors, elle a été fabriquée au départ par de nombreux cailloux qui sont comme ça, qui se sont agrégés les uns aux autres et qui sont devenus suffisamment gros pour devenir ronds. Un astéroïde, en général, a une forme de patate parce qu'il n'est pas assez massif, il n'est pas assez gros pour que la gravitation le transforme en boule. Dès que c'est suffisamment gros pour être une boule, ça devient ce qu'on appelle une planète, en gros. Et puis une planète, en tournant autour du Soleil, va rattraper tous les cailloux qui traînent et un petit peu nettoyer son orbite. Il y a quelques endroits où, hasard de la construction des planètes peut-être, des astéroïdes sont restés, n'ont pas pu former une planète comme entre Mars et Jupiter par exemple, où il y en a plein. Alain Sirou, pourquoi s'intéresse-t-on en particulier à 2012 TC4, donc 7h41 demain matin avec un croissant et un café? Parce qu'il nous rase les moustaches. Il passe très très près. Quand vous regardez la distance, 45 000 km, c'est presque l'orbite géostationnaire, là où sont les satellites. Vous savez, les satellites sont à 36 000 km. Ah oui. Là, on est à 42, 43. La Lune est à 400 000 km, donc c'est 10 fois plus près, 8 fois plus près, exactement. Et donc, il est très intéressant parce qu'il passe très près. Ça veut dire qu'on va pouvoir le regarder
Et puis en fait, c'est un petit. Donc on ne les connaît pas bien, les petits. On n'a jamais vu dans l'espace, par exemple, un astéroïde de 20 mètres, 30 mètres. On ne sait pas à quoi ça ressemble. Et ça a une importance parce que si ça rentre en collision avec la Terre, eh bien, ça dépend de quoi c'est composé. Si je vous envoie une boule de neige dans la figure, c'est pas la même chose qu'un caillou ou une boule de pétanque. Oui. Il y en a un, c'est du minéral. Vous êtes très bon en physique ce soir. Bah oui, mais on le comprend très bien. Oui. Et donc, il faut vraiment comprendre quelle est la nature de ces corps-là pour savoir comment on va s'en défendre. Mais alors celui-là, c'est quoi? On le sait? On a des éléments? Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On sait vraisemblablement qu'il tourne sur lui-même en 13 minutes, mais simplement comme il passe très près, avec un faisceau de télescope, de radiotélescope, on va pouvoir préciser presque à 2 mètres près ce à quoi il ressemble. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il ne va pas nous tomber dessus? Oui, absolument. Les dernières observations qui ont été faites au Chili par un des plus grands télescopes du monde, le VLT, donc 8 mètres 20, montrent très clairement que... Very Large Telescope. Yes. Même si c'est au Chili. C'est au Chili, voilà, dans l'Atacama. Et montre très précisément son passage. Donc on n'a pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que la Terre va modifier son orbite. Christophe parlait de gravitation. On utilise aujourd'hui, pour accélérer des satellites artificiels, la gravitation de certaines planètes, pour les dévier. Un peu comme, vous vous souvenez du flipper, du champignon de flipper. Ah oui, ça je m'en souviens très bien. Très bien, ben voilà. Mais quand vous passez juste à côté d'une planète avec une certaine gravité, eh bien, avec des calculs savants, vous pouvez vraiment accélérer et dévier pour augmenter la vitesse. Le passage de cette petite astéroïde à côté de la Terre va le dévier. Donc il faut savoir quelle est la conséquence de cette déviation, où on va aller, puis on sait qu'il va revenir, parce que il frôle la Terre à peu près tous les 5 ans, et on n'a pas d'inquiétude avant 2050, mais après, voilà, pas sûr. Vous aussi, vous êtes sûr qu'on ne risque pas de le prendre sur le... Autant on peut se planter pour le temps qu'il va faire demain ou après-demain, autant pour la trajectoire des astéroïdes, une fois qu'on la connaît, la marge d'erreur, elle est vraiment ridiculement petite. On est sacrément bon pour faire ce genre de calculs. Ce sont des purs calculs mathématiques? Ah bah oui. Si vous voulez, une fois qu'on connaît... Si on connaît quelques points de passage d'un astéroïde, on est capable de recréer la trajectoire en entier. Et il n'y en a pas 40 qui passent par ces points-là, il y en a juste une. Et du coup, on sait à peu près, même parfaitement, comment passent les astéroïdes. On connaît 9000 objets célestes qui évoluent dans notre espace terrestre. Un impact arrive une fois tous les 100 millions d'années. Et la dernière fois, il a provoqué l'extinction des dinosaures. Mais heureusement, la plupart se désintègrent en entrant dans notre atmosphère. L'horaire peu. Février 2013, un astéroïde d'une puissance de 30 fois la bombe d'Hiroshima traverse l'atmosphère et se désintègre en une pluie de météorites qui frappe la ville russe de Tcheliabinsk. L'onde de choc explose les vitres des bâtiments et provoque plus de 1600 blessés. Il y a eu un flash lumineux et 3 minutes après, on a entendu une énorme explosion. Les gens ont commencé à paniquer, certains criaient que c'était la fin du monde. Le plus gros morceau de l'astéroïde termine sa course dans un lac sans faire de victimes. Malgré la stupeur de la population, ce type d'événement reste fréquent. Des astéroïdes comme celui-ci, il en tombe entre 5 et 10 chaque année. Ce type d'événement n'est pas vraiment rare. C'est le fait que ça arrive sur une zone industrielle peuplée qui est très rare. Normalement, un tel objet s'écrase dans des déserts ou dans les océans sans que personne ne s'en rende compte. Mais plus le temps passe et plus les zones urbaines s'étendent. Donc dans le futur, on pourrait être de plus en plus confronté à ce type de situation. Le 30 juin 1908, un objet 2 fois plus gros que celui de Tcheliabinsk frappe le désert sibérien et dévaste 800 000 arbres sur 2000 km². Plus connu encore, le cratère de l'Arizona, causé il y a 50 000 ans par un corps rocheux d'une 50aine de mètres. Des objets encore plus larges ont frappé la Terre. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 140 mètres s'écrase sur le Mexique
et cause la disparition des dinosaures. Aujourd'hui, l'un d'entre eux reste particulièrement suivi par les physiciens car il passe souvent près de la Terre. On craignait même une collision dans quelques années. Apophis, 325 mètres de diamètre, 50 millions de tonnes. Les derniers calculs de la NASA sont plutôt rassurants. Apophis ne devrait finalement pas percuter la Terre en 2036, comme envisagé. Alors, quand on vous écoute en parler, c'est charmant, c'est intéressant, on marche sur les traces de notre existence aussi, et puis on se rend compte quand même que c'est extrêmement dangereux, ces histoires. Donc, c'est pour ça qu'on les étudie, pour s'en protéger ? Il y a plein de raisons. On me demande parfois dans les conférences et tout ça, mais à quoi ça sert de mettre de l'argent dans la science alors qu'il y a tellement de choses ? Là, c'est peut-être une bonne raison, parce que si on arrive à savoir où sont les astéroïdes, on pourrait éventuellement s'en protéger. Mais là, ça ressemble bien à ce que disait Alain tout à l'heure, parce que vous avez plusieurs types d'astéroïdes qui sont rentrés dans l'atmosphère de la Terre. Ceux qui sont passés dans le ciel et qui ont explosé, c'est pas des corps très massifs, très denses, pardon. Oui. C'est plutôt des bouts de comètes et des choses comme ça. Alors que quand c'est un caillou métallique, c'est ça qui crée les cratères, comme on a vu tout à l'heure. Vous comprenez que la présence de ces simples objets qu'on décrit, c'est-à-dire les vrais monstrueux, ceux qui sont effectivement dangereux, et je vais y revenir, ils nous remettent à notre place. C'est-à-dire qu'on n'a aucune emprise là-dessus. Et j'allais dire, l'indépendance de la Catalogne, voilà, vous voyez, ça relativise beaucoup de choses. Vous comprenez ce sentiment ? Mais il faut se souvenir aussi que l'univers est extrêmement violent. Les échelles de temps sont différentes des nôtres. Mais nous, on est dans un havre de paix sur Terre. On est vraiment dans un cocon qui nous protège avec une atmosphère, etc. Mais l'univers, l'extérieur, l'espace, on ne peut pas faire plus hostile. C'est juste pas possible. Et par exemple, je vous donne juste un conseil. Si jamais un jour plus tard, vous ou quelqu'un voit dans le ciel ce qu'on a vu tout à l'heure sur les images, de la même manière que si vous voyez l'océan se retirer, maintenant tout le monde sait que c'est qu'il y a un tsunami qui arrive, il faut monter dans les montagnes, il faut monter le plus haut possible. De la même manière, si vous voyez un grand faisceau lumineux dans le ciel, il ne faut pas s'approcher de la fenêtre pour le regarder. C'est pas une étoile filante. Mais même si c'était une étoile filante, parce que ce sont des étoiles filantes d'une certaine manière, mais si elle est trop grosse, ça veut dire qu'il va y avoir une onde de choc. Et elle arrive longtemps après qu'on la voit. Donc on va vers la fenêtre, c'est beau, et puis quelques secondes plus tard, il y a l'onde de choc qui arrive, qui fait exploser les fenêtres, et c'est ça qui a blessé les gens. Les 1600 blessés c'est que des fenêtres en ont Russie. explosé de gens qui regardaient par la fenêtre. C'est extraordinaire, parce que là, vous en êtes au stade maintenant, vous donnez les conseils pratiques en cas d'arrivée d'astéroïdes. Mais ça, comme a été dit dans le reportage, ça arrive plusieurs fois par an, sauf que la plupart des endroits sur Terre, c'est de l'océan, donc il n'y a personne. On a beaucoup de chance, donc ça tombe dans des endroits... Enfin, pardonnez-moi, je pense aux Russes, mais enfin, quand même, si ça tombe au milieu de l'océan et au fin fond de régions quasi désertiques, on n'a pas vraiment de raison de s'en inquiéter. Mais il n'y a pas de raison que ça tombe systématiquement là-bas non plus, si je puis me permettre. Je dirais c'est au hasard et c'est plutôt bien réparti. Mais il y a une chose quand même sur laquelle il faut insister, c'est que c'est un événement naturel. Oui. C'est-à-dire que... un tsunami, une éruption volcanique, c'est un événement naturel, mais on n'y peut rien. Alors que là, c'est un événement naturel qui a deux particularités. La première, c'est qu'il est extrêmement rare. La semaine dernière, on jouait au Super Loto. Vous savez, on pouvait gagner 190 millions et les gens disaient on a moins de chances de gagner la super cagnotte qu'un astéroïde tombe dans votre jardin. Oui. Ça veut dire que c'est extrêmement rare, mais c'est possible. Mais c'est extrêmement rare. La deuxième chose, c'est que c'est un événement à très grand impact. C'est-à-dire que, certes, là, ça peut être 1000 blessés par l'impact, mais si c'est un objet qui fait 50 mètres de diamètre, qui est métallique, qui tombe sur Paris, vous avez un cratère et vous n'avez plus de région parisienne. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que... Donnez-moi 50 mètres de diamètre. 50 mètres de diamètre métallique. Vous avez un très beau cratère au centre de Paris, mais tous les bâtiments dans les 10 km alentours sont fissurés et éliminés. Simplement parce que c'est l'équivalent de plusieurs milliers de bombes nucléaires. Même l'hôtel de ville. Même l'hôtel. Excusez-moi. Mais tout à fait, absolument. Donc ça, je veux dire, c'est des impacts extrêmement importants, très rares. Et la troisième chose qui est la plus importante, c'est que finalement, on peut s'en protéger. C'est le seul événement naturel qu'on va pouvoir contrecarrer, simplement parce qu'on sait aujourd'hui comment faire. C'est-à-dire qu'il faut bien identifier l'intrus, et puis il va falloir s'en protéger en le déviant, en le poussant, en l'écartant, quand on saura qu'il arrive vers nous. Et on fait ça comment ? Il y a des techniques qui sont envisagées. Maintenant, il va falloir essayer de les mettre en pratique. C'est-à-dire que
va falloir savoir si c'est du caillou, si c'est du métal. Il va falloir aller à côté, ce qu'on va faire dans les années qui viennent. On va faire un impact pour voir si ça bouge. Et puis ensuite, on va essayer de savoir s'il y en a qui s'approchent et si on peut les dévier. On va se reprojeter dans le futur, mais je reste un instant sur le passé, parce que finalement, dans votre première réponse, Christophe Galfard, vous nous avez dit les astéroïdes nous permettent de remonter l'histoire de notre monde, ou de notre univers. L'histoire des dinosaures, c'est acquis une fois pour toutes, et si oui, est-ce qu'on en est vraiment convaincu, et comment on est arrivé à cette conclusion? Bon, il y a plusieurs hypothèses qui rentrent dans la fin des dinosaures. L'histoire d'un impact de météorites est certaine, c'est-à-dire qu'on a des traces partout à la surface de la Terre, pas juste au niveau de l'impact, c'est vraiment si vous creusez, où que vous soyez sur Terre, si vous creusez, il y a un endroit où vous verrez des restes de cet impact. Oui, ça vous le verrez. Mais il y a probablement pas eu que ça. Il y a aussi eu des éruptions volcaniques à cette époque-là, ça s'appelle les traps du Décan par exemple, vers l'Inde, qui ont éjecté une quantité phénoménale de gaz carbonique dans l'atmosphère aussi. Peut-être que les deux étaient liés, peut-être pas. En tout cas, il y a plusieurs raisons possibles, mais le météorite a frappé la Terre il y a 65 millions d'années et a contribué à l'extinction des dinosaures, ça c'est certain. Quand vous aviez 18 ans, je crois, il y a un astéroïde qui s'est écrasé sur Jupiter. Ben ça c'est marrant, parce que si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, il y en a beaucoup qui disaient que peut-être que les dinosaures étaient éradiqués à cause d'un astéroïde. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Le reste des scientifiques, en général, les prenaient pour des fous. Oui. C'est pas quelque chose qui arrive, qu'on a vu. Même s'il y a des traces, on se disait que c'était ultra rare. Ben voilà, je me souviens, à 18 ans, avoir regardé en direct à la télé une comète qui s'est écrasée à la surface de Jupiter. Elle s'appelait Schumacher-Levy, avec un numéro 9, je crois, mais je ne suis pas sûr si c'est ça. Schumacher-Levy numéro 9. Comète qui a été détectée 1 an avant. Oui. Donc on a détecté, on a vu qu'elle était là, elle était en plein de morceaux et elle s'est scratchée à la surface de Jupiter. Ça aurait été sur Terre, ça aurait été une catastrophe. Cela dit, pour rassurer un petit peu par rapport à tout ça, c'est pas un hasard qu'elle soit scratchée sur Jupiter, parce que Jupiter est tellement énorme qu'elle nous protège, nous aussi, en attirant vers elle. Elle attire et elle dévie les astéroïdes qui pourraient nous toucher. Elle les dévie, c'est une bonne copine, une bonne protection. Et deuxièmement, la plupart des énormes astéroïdes sont déjà tombés sur Terre. Il y en avait plein avant, mais dans l'histoire de notre Terre, la Terre a été bombardée comme c'est pas possible pendant très longtemps. Et il y a très longtemps, c'était carrément des douches, on appelle ça le grand bombardement de la Terre, qui était à peu près quelques millions d'années après sa naissance, où là, elle s'en est pris plein la figure. Et ça a contribué à alimenter notre planète de matériaux extérieurs. Alors, comme l'humanité est menacée, l'ONU a organisé la défense de la planète avec un groupe de contact qui réunit toutes les agences spatiales. Ces chasseurs d'astéroïdes développent les moyens techniques capables de dévier la trajectoire de la menace. A priori, la fin du monde n'est pas pour demain. Yannick Mahé. C'est un lieu où l'on chasse les astéroïdes depuis plus d'1 siècle. L'Observatoire de la Côte d'Azur, sur les hauteurs de Nice. Hop, les volets. Depuis la fin du 19e, on a découvert au bout de la lunette 140 corps célestes. Des gros cailloux qui dérivent de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. À l'époque, le principal problème, c'était les comètes dont on pensait, parce qu'elles ont cette chevelure qui est du gaz, que peut-être que ce gaz était du poison. Et quand il y avait l'arrivée d'une comète, c'était un mauvais présage. Mais les astéroïdes, c'était des petits cailloux sans grand intérêt, entre guillemets. Les cratères sur la Lune, la communauté scientifique pensait que c'était des volcans. Et puis en fait, grâce aux échantillons ramenés par les missions Apollo, aux astronautes qui y sont allés, on s'est rendu compte que ces cratères ne sont pas des cratères produits par des volcans, mais par des impacts de corps célestes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été accepté qu'effectivement, on avait un taux d'impact dans le système solaire interne qui n'était pas négligeable et qu'il fallait peut-être vérifier si c'était effectivement un problème. Ce problème, Patrick Michel en a fait son métier. Il est responsable européen du seul programme international de déviation d'astéroïdes. Là, on descend vers les bureaux.
On est au début du développement de cette science des astéroïdes. Et pour ça, les missions spatiales sont vraiment le Graal, parce que ça nous permet d'accéder à des informations auxquelles on ne peut pas du tout accéder depuis le sol. Et voici la mission conçue par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Nom de code, AIDA. Décollage 2020. Destination Didymos, petit caillou à 20 millions de kilomètres de la Terre pour un test d'impact cinétique. Pour dévier un astéroïde, tout ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'on n'a pas besoin d'envoyer Bruce Willis pour nous sauver. Et c'est là qu'il y a plusieurs techniques. Celle qui semble la plus, entre guillemets, facile à mettre en œuvre, c'est de simplement le pousser de sa trajectoire. Et comment on le fait ? Eh bien, il faut envoyer un projectile, un gros satellite, qui va taper dedans. Et on espère, en tapant dedans, arriver à le dévier de sa trajectoire. Si dévier des astéroïdes est possible, alors pourquoi ne pas aussi les exploiter ? L'idée ne tombe pas du ciel. Depuis août dernier, une loi votée au Luxembourg réglemente l'utilisation hypothétique de ces ressources. C'est sur l'exportation et l'utilisation des ressources de l'espace. Pour Jean-Jacques Dordain, patron pendant 12 ans de l'Agence spatiale européenne, c'est le tout début d'une industrie interplanétaire. Au lieu d'emmener chaque litre de carburant et chaque kilo de matériel à partir de la surface de la Terre, est-ce qu'on ne peut pas transformer l'eau en hydrogène et en oxygène et stocker l'hydrogène et l'oxygène dans l'espace pour que les moteurs viennent se ravitailler sur les stations-service ? Je ne sais pas. Quand on va exploiter des astéroïdes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'initiative du Luxembourg a créé un mouvement qui aura toujours forcément des conséquences et que tout ça, ça contribue au progrès. We are Deep Space Industries. It's not just our name, it's what we do. Aujourd'hui, des entreprises du monde entier développent des projets plus réels que la science-fiction. Sur les astéroïdes, de l'eau, mais aussi du minerai rare. Sur un seul caillou, il y a autant de platine que le total des extractions humaines sur Terre. Bref, peut-être le début d'une nouvelle ruée vers l'or intersidéral. Évidemment, tout ça est passionnant, nous fait rêver. On voit déjà les débats qu'il peut y avoir, même politiques, philosophiques, autour de tout ça. Je reste quand même sur l'histoire de la déviation, parce que quand vous on avez écoute... peur, vous, c'est pour ça. Mais non, non, parce que je trouve fascinant qu'on ait des scientifiques qui travaillent avec autant de sérieux pour venir nous dire qu'on peut peut-être envoyer un satellite qui va dévier un astéroïde qui risquerait de nous toucher. C'est extraordinaire. Mais c'est vraiment possible ? Mais, alors, ça n'a jamais été fait. Il ne faut pas exagérer non plus nos capacités par rapport à ça. En revanche, ce qu'on a réussi à faire, c'est envoyer quelque chose comme le Philae et Rosetta qui ont voyagé pendant 10 ans et qui ont atterri à 50 mètres près au bon endroit. Oui. Donc, on a une bonne maîtrise quand même des trajectoires. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on sait où va un astéroïde une fois qu'on connaît sa trajectoire. On le connaît. Et ça paraît quand même assez évident, non ? Si on fait rentrer quelque chose dans quelque chose d'autre, oui. Ça bouge. Et du coup, on peut le dévier. Mais il y a plein de problèmes, par exemple. Mais il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir derrière. C'est ce que disait Alain tout à l'heure. Si on ne connaît pas la composition de l'astéroïde, et c'est un peu comme le billard, on tape une boule dans un paquet de boules et boum, ça peut les faire partir dans tous les sens et une qui peut venir vers nous quand même. C'est-à-dire qu'on peut détruire en partie l'astéroïde, mais il peut y avoir un morceau qui revient vers nous encore plus directement, c'est bien ça ? Peut-être. Enfin, la bombe atomique qu'on balance sur l'astéroïde, c'est envisageable ça ? Il y a plein de solutions. La plus primitive, c'est la bombe atomique. C'est je fais tout péter. Boum. Mais là, je fais tout péter, on se retrouve avec des morceaux partout. C'est ce qu'on appelle la réponse disproportionnée. C'est la réponse disproportionnée. Et en plus, on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Ah bon ? Mettre des bombes atomiques dans l'espace, alors que tout le monde se bat pour qu'il n'y ait pas de bombe atomique sur la Terre. D'accord. Bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est très intéressante s'appelle le tracteur gravitationnel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'est pareil. Ça consiste à projeter quelques années auparavant, avant la collision, et mettre en orbite autour de l'astéroïde une sorte de satellite, en quelque sorte, qui tourne autour. Et par attraction gravitationnelle, le fait qu'il y ait deux masses, petit à petit, centimètre par centimètre, le fasse bouger tout simplement parce qu'il tourne autour. Vous avez une solution qui est très drôle, par exemple, c'est de peindre l'astéroïde en noir d'un côté et en blanc de l'autre. Simplement parce que la différence de couleur va avoir un effet sur le mouvement même de l'astéroïde qui tourne par un effet de pression de radiation. Il y a plein d'idées. Oui. Maintenant, il faut expérimenter. On a cité Apophis. Est-ce que c'est vraiment celui qui nous menace ?
dans le reportage tout à l'heure? C'est difficile à dire. Celui qui nous menace, c'est celui qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le pire, aujourd'hui, c'est ceux qu'on ne connaît pas. On ne les voit pas arriver, ces gros machins? Ben non. Figurez-vous que ça ne brille pas, un astéroïde. Ça brille pas exactement, ça peut arriver de derrière le Soleil. Et aujourd'hui, pour les gros, les très très gros, on en connaît 90%, il y en a encore 10% inconnus. Oui. Et pour ceux qui sont vraiment dangereux à partir de 140, 150 mètres de diamètre, on n'en connaît pas 80% d'entre eux. C'est beaucoup. Ça veut dire que dans les années qui viennent, il va falloir développer beaucoup d'observations pour avoir une carte la plus exhaustive possible des millions d'astéroïdes qui peuvent menacer la Terre, et pas toujours nécessairement, mais en tout cas qui passent à proximité, les surveiller en continu et pouvoir anticiper des années auparavant, comme Apophis d'ailleurs, ou comme celui-ci, dont on ne sait pas si en 2050 il ne va pas se dévier un peu, parce qu'il peut bouger sur sa trajectoire par justement ces mouvements gravitationnels, et intervenir des années auparavant pour pouvoir faire quelque chose. En ce moment, on ne peut rien faire d'autre que prier. Bon, c'est bien. Christophe Galfard, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les astéroïdes et qu'il faut qu'on ait présent à l'esprit ce soir? Alors, déjà qu'il y en a plein, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, que ce sont des sources potentielles, effectivement, de minéraux et d'autres ressources pour le futur. Moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait des extractions, l'exploitation commerciale de ce genre d'objets, ne serait-ce que plus il y en a, plus on va pouvoir en cartographier, plus on saura où ils sont et plus on sera protégé de leur approche. Et ça, c'est la curiosité du physicien, du scientifique. Oui, mais même pour nous protéger, nous, si vous voulez, d'une certaine manière. Ensuite, ces objets-là sont absolument fascinants. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont en eux, ils n'ont pas changé en composition depuis la naissance de notre système solaire. C'est-à-dire qu'ils gardent en eux les traces originelles, si vous voulez, de la naissance de notre planète. Ça, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire de la vie, même de la Terre, de la vie, etc., il y a peut-être des réponses qui se cachent à l'intérieur de ces petits cailloux. Ensuite, effectivement, c'est extrêmement difficile de les observer. En gros, il faut que vous preniez un télescope, que vous le pointez vers un endroit du ciel et espérez qu'il y a un petit point qui bouge, comparé aux autres étoiles lointaines. Ça prend un peu de temps. Et quand on parle de petits points qui bougent, une des étoiles les plus brillantes de la nuit d'été, c'est Saturne. C'est pas une étoile, c'est une planète. C'est un des points les plus lumineux. Le 2012 TC4, là, l'astéroïde qui va passer à côté de nous demain, je crois qu'il est environ entre 60 et 90 milliards de fois moins lumineux. C'est vrai que c'est impossible de le voir à l'œil nu, même des jumelles, ça ne vous suffit pas. Il faut un petit télescope pour le voir, même quand il sera juste à côté de la Terre. Là, on parle d'un des plus gros télescopes au monde qui a réussi à le regarder parce qu'on savait où il était, parce qu'on se doutait où il était, vu qu'il avait été observé à Hawaï 5 ans auparavant. Ces chiffres sont inconcevables. Une dernière chose avant de nous séparer. En préparant cette émission, vous avez dit qu'il n'y avait aucun astéroïde dangereux à horizon de 50 ans. Mais est-ce que tôt ou tard, même 100 ans, est-ce que tôt ou tard, on peut effectivement s'en prendre un énorme sur la tête? C'est évident. Ça arrivera à coup sûr. Ça, c'est la chose dont on est absolument certain. Ça s'est déjà passé et ça continuera à se repasser. Simplement, on n'est plus habitué à penser dans le long terme. Vous savez, en astronomie, 50 ans, un siècle, c'est demain. Et donc, se projeter à... Si je vous dis que la probabilité fait que ça peut arriver demain ou dans 1000 ans, en astronomie, c'est concevable. Mais 1000 ans, pour nous, c'est loin, alors que demain, c'est l'astéroïde qui arrive. Un tout dernier mot? J'ai dit aucune chance par rapport aux astéroïdes connus. J'ai bien compris. Voilà. Vous avez dit qu'il y en avait encore toute une quantité qu'on ne connaissait pas. Je précise que vous donnez une introduction à la physique quantique lors d'une grande conférence pour le grand public à 11h samedi matin au cinéma MK2, Quai de Loire à Paris. Merci l'un et l'autre d'être venus nous voir. Alice, le reste de l'actualité. Et les sanctions disciplinaires, les premières sanctions sont tombées après des dysfonctionnements dans l'enquête sur l'attaque au couteau à Marseille. Ils avancent extrêmement rapidement, attisés par des vents forts, incendie ravageur en Californie. Mais d'abord en France, le discours très attendu d'Emmanuel Macron pour aider les agriculteurs. Il a choisi le plus grand marché de produits frais au monde pour rassurer les premiers maillons de la chaîne, les agriculteurs. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Pour fixer les prix des produits agricoles, le dernier mot ne reviendrait plus aux distributeurs. L'encadrement de cette mesure reste encore flou, mais elle devrait doper le salaire des agriculteurs. L'année dernière, près d'un tiers d'entre eux gagnaient moins de 350 € par mois. À la tête de cette exploitation céréalière de 230 hectares, François Paulet a dû s'endetter pour conserver ses terres.
Quand vous avez un prix de vente qui est le même depuis 20 ans, des charges qui triplent, évidemment qu'on n'y arrive plus. Peu importe la proposition du président aujourd'hui, il est trop tard. François Paulet a décidé de mettre en vente son exploitation. Le remaniement préfectoral était annoncé, il a été confirmé. Le préfet de PACA a été nommé à la tête de la préfecture du Rhône. Il remplace Henri-Michel Comet, démis de ses fonctions, et au cœur de la polémique depuis l'attentat de Marseille. Il se sentait responsable de la chaîne hiérarchique qui a conduit à des dysfonctionnements graves. Des dysfonctionnements graves pointés par l'inspection générale de l'administration. 2 jours avant l'attentat de la gare Saint-Charles, le terroriste avait été interpellé à Lyon, puis remis en liberté le lendemain, alors qu'il était en situation irrégulière. Le résultat d'un manque de communication des différents services que paye aujourd'hui Henri-Michel Comet. L'opposition y voit un bouc émissaire. Mais on a peine à croire que les problèmes aujourd'hui que nous rencontrons seraient dus uniquement à l'attitude d'un préfet. Le gouvernement se défend de tout acte d'autorité. Une circulaire va être envoyée aux préfets pour les appeler à faire preuve d'une vigilance maximum. 200 places supplémentaires en centre de rétention ouvriront prochainement. Avec combien de femmes le producteur Harvey Weinstein a-t-il franchi la ligne? Les accusations de harcèlement sexuel pleuvent. Une parle même de viol. Le New Yorker publie de nouveaux témoignages et dévoile un enregistrement audio de 2015. Après une première entrevue avec le producteur, la top modèle Ambra Batila Gutiérrez a contacté la police et enregistré son deuxième rendez-vous. I'm feeling very uncomfortable right now. Please come in now and 1 minute, and if you want to leave, when the guy comes with my jacket, yesterday you touched my breast. Oh, please, I'm sorry. Just come on. I'm used to that. Come on. Are you used to that? Yes, come in. Affaire classée sans suite à l'époque. L'actrice française Emma Decaune raconte aussi sa rencontre avec Harvey Weinstein au Ritz. Face à elle, le producteur est sorti de sa salle de bain nu. J'étais terrifiée, mais je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur car je sentais que plus je flippais, plus il était excité. Quitté par sa femme, viré de sa propre société de production, blâmé par Hillary Clinton et le couple Obama, celui que Meryl Streep qualifiait de Dieu est en pleine descente aux enfers. En Californie, des terres calcinées à perte de vue. Les vignobles de Napa et Sonoma ne sont plus que des braises. Depuis dimanche, 46 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Les incendies sont devenus incontrôlables et le bilan humain pourrait s'alourdir au cours des prochaines heures. Nous avons une équipe qui travaille maintenant à retrouver les personnes disparues. 240 personnes disparues nous ont été signalées. Sur 240, nous avons localisé 57 personnes. 4000 pompiers et secouristes sont à pied d'œuvre. À Sonoma, devant ces murs de feu, 25 000 personnes ont été contraintes de tout laisser derrière elles. Une vie réduite en cendres. À notre âge, c'est difficile de se dire qu'on doit tout recommencer. Mais nous sommes plutôt costauds, alors nous le ferons. L'état de catastrophe naturelle a été décrété en Californie. Attisés par les vents forts, les incendies, eux, se propagent. À Anaheim, au sud de Los Angeles, le ciel s'enflamme au-dessus de Disneyland. Là aussi, le feu menace. Les évacuations ont commencé. Dans un instant, 20h la culture, nous recevons le chef Thierry Marx. L'homme a tout pour nous surprendre. Il a même envoyé dans l'espace de la cuisine et il publie son premier roman policier, On ne meurt pas la bouche pleine, entre Paris et Tokyo. À tout de suite.